Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi cette borgnole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, j'espère que tout va bien en cette belle journée. Ici, nous sommes en direct de Lyon, Villeurbanne. Vous le savez, pour cette épopée de 3 jours avec des émissions tournées dans les conditions du direct, réalisées, produites par les étudiantes de l'ESSEC, l'ARFIS. Bienvenue, aujourd'hui on va évoquer un sujet central que vous connaissez, qui nous interpelle. On va parler de notre avenir, c'est l'éco-production. Comment continuer à faire notre métier dans le cinéma, dans l'audiovisuel, tout en respectant davantage la planète? Voilà des questions que je vais poser à nos invités. Pour que tout soit clair, sachez que chaque année, dans notre pays, en France, notre secteur émet l'équivalent de 1,7 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est trop, et donc on va réduire tout cela. Et puis parce qu'on a envie d'être exemplaire, en fin de direct, avec vous, on fera le bilan carbone de cette émission, de cette production. On verra là aussi quels sont, poste par poste, peut-être les moyens de faire mieux. Et tout de suite, pour en savoir plus, on a plein de questions à lui poser. On va recevoir un éco-manager, il s'appelle Mathieu Thiel. On l'accueille. Bienvenue Mathieu. Salut Mathieu, bienvenue. Bonjour Mathieu, très heureux d'avoir un éco-manager ici sur le plateau. C'est un nouveau métier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et comment on devient éco-manager ? Alors, ça consiste à essayer dans des tournages plus vertueux. Voilà. Et comment on le devient en se formant, tout simplement. Tout simplement. Et je pense qu'en ayant un petit bagage de régisseur avant, c'est un gros plus. Alors, ça tombe bien et merci pour la transition parce qu'on va maintenant recevoir un spécialiste, un régisseur repéreur qui est très concerné par la cause écologique, très sensible à la planète. Il s'agit de Gaël Chevalier qu'on accueille tout de suite. Bienvenue Gaël. Bienvenue. Gaël, bienvenue. Alors, vous avez beaucoup d'occupations, des sujets qui vous incombent, comme les demandes d'autorisation, la sécurité, les déplacements des équipes, le secteur des transports d'ailleurs, qui est l'un des plus polluants. Combien de voitures, par exemple, de camions vous utilisez pour un tournage standard ? C'est assez variable en fonction du type de tournage dont on parle, mais on va dire 7-8 camions et une vingtaine de voitures, je pense, à peu près en moyenne. Donc ça, c'est un tournage basique. Donc ça peut être beaucoup plus important. Oui. C'est conséquent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire notre impact, Mathieu ? Alors, oui, tout simple. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais le plus dur va être de changer les habitudes, évidemment, mais en mutualisant, en réduisant, et je pense en essayant de favoriser aussi les transports plus légers, type le vélo, les transports en commun. Pas facile avec une dolly, mais faisable avec plein de gens. Oui, donc pas facile avec une grue, pas facile avec une caméra. Est-ce que vous pensez, Gaël, forcément, ces solutions extrêmement simples sont réalistes aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont applicables ? Oui, surtout sur un tournage urbain. Après, je pense que les enjeux majeurs, ils sont sur les déplacements de comédiens, quand ils prennent l'avion, par exemple, ou l'hélicoptère. Donc vous parlez des jets privés, des choses comme ça ? Ouais, ça arrive quand même, mais ça pique en CO2. Il y a un autre secteur important, c'est le catering. L'alimentation, les cantines de tournage. Est-ce qu'il faudrait qu'on devienne tous végétariens, par exemple, pour régler le problème, Gaël ? En tout cas, ça peut être envisagé comme une des solutions à prendre en compte. Ouais. En tout cas, on sait que la viande, ça coûte cher en carbone, quoi. Mais ça, vous pouvez l'expliquer aux acteurs, aux techniciens ? Ça vous est déjà arrivé ? Alors, moi, sur les 2 tournages que je viens de faire, j'avais imposé un repas végétarien par semaine. J'ai tendance à croire qu'en fait, si on était un peu plus vertueux au boulot, on pourrait se sentir plus libre dans la vraie vie. Après, je crois que les gens ont besoin de liberté tout le temps, mais en tout cas, faire que du végétarien, ça peut être un bel objectif. Encore faut-il avoir des cantines qui sachent le faire. Oui, alors quelles sont aujourd'hui les solutions que vous pouvez proposer ? Concrètement, comment vous pouvez nous aider ? Alors, il faut savoir que cantinier, c'est un métier extrêmement difficile. Et ils se lèvent tôt, ils partent faire leurs petites courses chez les gros fournisseurs très tôt.
Et du coup, il y a bientôt une pénurie de cantiniers qui va arriver, je pense, qui nous guette. Du coup, il va falloir réfléchir à le métier différemment. Mais en tout cas, je pense qu'il va surtout falloir réfléchir les menus différemment. Et justement, le végétarien, je pense qu'il peut s'inviter assez facilement. Et le local aussi, parce que du végétarien, le quinoa, ça vient de loin, l'avocat, ça vient de loin. Il y a plein de trucs qui viennent de très loin. Donc je pense que le local, sans tomber dans l'ayatollah du végétarisme ou du véganisme, se trouve un peu au milieu de tout ça. Bon, dans ma loge ce matin, pour votre info, j'avais des carottes. Je ne sais pas si c'était local, mais en tout cas, c'était un peu exotique pour débuter la matinée. Je les réserve pour tout à l'heure. J'ai débuté avec des clémentines. Alors, quel lien entre le régisseur et l'éco-manager sur le terrain ? Ils sont assez nombreux en fait. Disons qu'il va nous inviter à pratiquer notre métier d'une nouvelle manière. Il va nous parler pour ceux qui sont moins au courant, je sais pas moi, d'éco-cup, de mise en place de tables régies sans plastique, où il va tirer notre attention sur les aliments qu'on va proposer, essayer de rester sur des trucs pas suremballés, pas sur gras, pas le moins possible industriel, ce genre de choses quoi. Je pense qu'à la fin du compte, même les techniciens y gagnent parce que manger du sucre toute la journée, ça rassure parce que notre cerveau est ainsi fait, mais c'est pas excellent pour la santé quand même dans l'ensemble. Mais c'est pas trop de contraintes tout ça pour vous au quotidien ? C'est toujours pareil, faut savoir ce qu'on veut et puis moi je trouve que c'est un pli à prendre. Une fois qu'on a pris le pli et qu'on s'est organisé correctement, c'est une façon d'envisager les choses et un pli à prendre. Une fois qu'il est pris, franchement, c'est faux de dire que c'est de la... Et vous pensez que que le métier est prêt ? Pas plus que la société. Sauf qu'il va falloir le faire, c'est tout quoi. Point. Donc après. On peut se débattre, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut se tortiller. À la fin du compte, il y aura de moins en moins de flotte à notre robinet et il faudra en tirer les conclusions quoi. Donc on n'a pas le choix. À mon sens, non. Allez, un mot positif peut-être. Ensuite, je vous montrerai un témoignage intéressant du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, où on a pris conscience depuis un certain nombre d'années qu'il fallait faire des efforts. Quel message vous voudriez passer aux jeunes qui se lancent dans le métier par rapport au respect de la planète ? D'y faire attention, tout simplement, de trouver les équilibres nécessaires à faire avancer les choses, mais de le faire en équilibre, pas de partir, parce qu'il y a des risques de partir dans plein de directions très forts, et je pense que c'est important de conserver des équilibres. Ok. Eh bien, merci infiniment, Gaël Chevalier, d'avoir été avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Merci, Gaël. Dans notre région, je vous le disais, en Auvergne-Rhône-Alpes, on fait attention à la planète au niveau des tournages. On va en savoir davantage avec Aurélie Malfroy-Camine, qui est responsable de l'accueil des tournages. Regardez, voici son interview. L'idée aujourd'hui, en tout cas du bureau d'accueil des tournages, c'est d'arriver en conseil, en amont, le plus tôt possible, parce qu'on a parfaitement conscience que plus on sensibilise les équipes tôt, meilleurs seront les résultats sur le terrain. Et une des toutes premières questions, interrogations de la production, ça a été justement de nous interroger sur un éco-manager, sur l'identification d'une personne qui pourra accompagner tout au long de la préparation et tout au long du tournage ces efforts d'éco-responsabilité. Précisément, le mois de mai 2020, le CNC a enclenché ce qu'ils appellent le plan Action, qui a vocation à se dérouler sur 3 phases et à amener l'ensemble des productions cinéma audiovisuel qui bénéficieraient ou qui souhaiteraient bénéficier des aides du CNC à travailler sur leur impact environnemental et donc sur une éco-responsabilité des tournages. Dans quelques années, alors il va falloir quelques années évidemment, mais il ne s'agira plus de contraintes, il s'agira d'une évidence que de travailler à l'optimisation de l'impact sur l'environnement de nos activités en cinéma audiovisuel en tournage. Voilà, on l'a compris, il faudra un petit peu de temps, mais on a tout pour réussir et surtout beaucoup de motivation. On va maintenant s'intéresser à un autre sujet important qui est à l'origine de beaucoup de pollution, c'est le stockage des données dans le milieu du streaming notamment et de la SVOD. Et pour en savoir plus, je vous propose d'accueillir Maxime Bonzi, président de Sofa VOD. Bienvenue.
Bienvenue Maxime, alors c'est un autre sujet, on a parlé des déplacements, on a parlé de la cantine de tournage, le catering, maintenant le stockage des données, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur parce que ça représente 34% des flux mondiaux liés à Internet, hein, le streaming, et ce n'est que le début. Alors comment une plateforme peut essayer de se réinventer, une plateforme comme la vôtre, pour réduire son impact ? Les premiers aspects qu'on peut mettre en place, nous, à notre échelle, en tout cas de plateforme, c'est surtout réduire la taille que les données prennent sur les serveurs, donc les disques durs. Donc ça passe essentiellement par l'encodage. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'encodages de nouvelle génération en fait, qui arrivent. Alors il y avait l'H265, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a la V1 qui est en train de se mettre en place, notamment Netflix a commencé à mettre en place la V1 et YouTube aussi. Et aujourd'hui, c'est des choses vers lesquelles on peut tendre pour réduire drastiquement, ne serait-ce que la taille que prend les fichiers sur les serveurs, et du coup réduire aussi la quantité de données qui est envoyée à l'utilisateur. Mathieu, des solutions de votre côté? J'imagine que vous partagez, on les a là les solutions. Ouais, alors après, moi, des fois, je suis dubitatif sur les formats de tournage qui sont choisis. Et j'ai tendance à croire que tourner une daube en 8K ou en 2K, le résultat est à peu près le même, sauf en stockage. Et il serait peut-être temps que des films arrêtent de tourner dans des formats beaucoup trop lourds, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'impact artistique à ce point-là remarquable. Maxime, de votre côté, est-ce que vous savez quelle est la façon de stocker vos productions, vos films, vos documentaires aujourd'hui? Est-ce que c'est très énergivore? Est-ce que vous avez des informations? Alors aujourd'hui, notre prestataire c'est AWS, donc Amazon Web Services. Ils ont la volonté de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient un plan sur 2030, ils sont arrivés 5 ans en avance. Alors je ne vais pas faire l'apologie d'Amazon non plus, mais disons que là-dessus, il y a un effort qui est fait. Après, la question de la chaleur qui est dégagée par les serveurs, on n'a pas forcément d'informations dessus, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait après, derrière. Déjà, faire l'effort que l'énergie soit renouvelable pour faire tourner les machines est déjà un premier pas, mais on peut sûrement aller bien plus loin. Alors, question pratique, écologiquement, est-ce qu'il vaut mieux regarder un film en streaming ou acheter un DVD? Ah, bonne question. C'est une excellente question auquel je n'ai pas forcément une réponse arrêtée. Alors pour moi, le problème du support, c'est que souvent les boîtes sont en plastique, les disques sont dans un matériau qui n'est pas forcément recyclable. Enfin, il y a toute la question du support physique qui est peut-être qui trait au recyclage, qui n'est pas forcément aujourd'hui répondu ou du moins traité, parce que le support physique n'est pas non plus censé être jeté. À la base, c'est censé être quelque chose qu'on achète, qu'on garde chez soi, ou alors qu'on reprête, c'est censé tourner et pas forcément être jeté. Après, dans les faits, il y a quand même beaucoup de déchets qui sont issus de ça. Ça reste du plastique. L'avis de l'éco-manager? Je sais qu'il y a un geste qui est assez simple à faire, et c'est aussi ça mon métier, c'est plein de petits gestes, c'est de télécharger le film sur le site de streaming avant de le regarder. Vraisemblablement, c'est beaucoup moins lourd en énergie qu'en le regardant en flux direct. Peut-être tu me infirmeras ça, mais on m'a dit que c'était... On fera les calculs. Je suis pas sûr de ça, si je peux informer. Ouais, c'est une réponse. bataille En d'experts, hein. soi, télécharger le film ou le regarder en direct, de mon point de vue, c'est la même chose. D'accord. Bon, il faudra qu'on appelle un expert tout à l'heure, on aura en ligne peut-être un expert en la matière. Il faut des indicateurs, c'est sûr, mais vous voyez que le sujet est assez complexe et on n'a pas de réponse toute faite. Pourtant, il existe des outils importants pour nous aider à y voir plus clair. C'est par exemple ce qu'on appelle le bilan carbone. D'ailleurs, à la fin de notre direct, je l'annonçais en intro, on va faire le bilan, on va voir ce qu'on a pu émettre comme CO2 dans l'atmosphère. Et pour en savoir plus, eh bien, on va recevoir maintenant Laura Louret de l'éveilleur Scope qui va tout nous dire sur la façon dont les choses sont calculées. Laura Louret, bienvenue. Bonjour. Bienvenue Laura Lou, merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie de la société coopérative, c'est important, hein, coopérative, c'est un esprit de partage. L'éveilleur Scope qui forme entre autres à l'importance de la transition écologique dans le milieu du cinéma. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, on est une structure coopérative, comme l'on le dit exactement, et on accompagne par la formation, puisqu'on est organisme de formation, la sensibilisation et l'accompagnement des structures du secteur culturel et artistique, et puis d'autres types d'organisations, comme les associations, entreprises et collectivités,
dans leur démarche. Donc c'est vraiment les aider à se mettre en mouvement, à se mobiliser par différentes méthodes, outils, ateliers. Alors, à propos d'outils, est-ce que vous pouvez nous éclairer un bilan carbone, en quoi ça consiste? En quelques mots. Alors un bilan carbone, c'est tout simplement la mesure des émissions de CO2 émises par les activités humaines et donc l'activité d'une structure, d'une production. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut tout mesurer. Oui, il y a beaucoup de points à mesurer. Le papier, les transports, les coûts de téléphone, etc. Oui. Très bien. Alors, est-ce que parmi vous, Mathieu et Maxime, vous avez déjà utilisé et fait appel à un bilan carbone? Alors moi du coup il se trouve que oui, j'ai fait 2 bilans carbone pour les 2 projets sur lesquels je travaille en tant qu'éco-manager. Les outils que j'avais étaient des outils bêta qui viennent d'être validés là par le CNC. Moi j'utilise le Carbon Clap d'EcoProd. Et oui, il y a plein de choses qui sont intéressantes de relever et ce bilan carbone le permet. Maxime? Oui, nous on a fait notre bilan carbone récemment. Alors après, c'est pareil, hein, c'est une estimation, donc c'est difficile d'être, on va dire, 100% fiable. Moi, je suis un peu dubitatif sur la manière dont c'est calculé, mais oui, c'est des outils que j'utilisais. Alors moi, l'outil que j'utilisais, c'est un outil en ligne qui s'appelle Carbone, tout simplement. Voilà, qui en fait, nous, c'est pas spécifique au cinéma, c'est vraiment les entreprises d'une manière générale, parce que nous, en fait, certes, on diffuse des films, mais notre activité n'est pas la réalisation de films et la production de films en elle-même, et traite plus en fait du service internet que de la réelle production de films. Avec du coup les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition pour calculer le bilan carbone d'une production ne sont pas adaptés à notre activité. On va voir un peu dans le détail à quoi ressemble cet outil. Tout est calculé, hein, secteur par secteur, donc le transport, bien sûr, mais aussi la nourriture, par exemple, et puis il y a les décors, la post-production, l'énergie, tous les secteurs importants, mais aussi, bien sûr, il y a les déplacements, l'hébergement, par exemple, qui est quelque chose de fondamental, y compris les jets privés. Hein. Là, on ne va pas enfoncer le clou, mais c'est un vrai souci. Alors, est-ce que vous avez une idée, tous les deux, tous les trois, vous qui êtes des spécialistes, de ce que l'énergie, d'une manière générale, représente dans l'impact écologique d'un tournage? Je préfère pas dire de bêtises comme c'est colossal. Hein. Il y a des données qui ont été transmises par Sequoia, qui est un bureau d'accompagnement. Pour eux, selon leurs études, un tournage de long métrage émet environ 50 tonnes de CO2. Ça équivaut à 375 allers-retours Paris-New York. Si on veut une échelle un petit peu plus accessible pour nous, ça serait 230 000 km en voiture thermique. Donc ça correspond presque à la durée de vie moyenne d'un moteur de voiture. Bon, moi je propose qu'on éteigne tout de suite les lumières, on coupe tout, oui. parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas possible. Vous aviez idée de ces chiffres? Non, moi je peux à peu près avoir une visu sur quel est le pourcentage de quel poste consomme est le plus un bilan le plus lourd en fait dans un tournage, mais après la consommation énergétique globale d'un tournage, bon, je ne sais pas. Moi, j'ai un film là dont j'ai fait le bilan carbone définitif là, et il est à 95 tonnes de CO2. Voilà. Et c'était un petit film. Alors, il y a un autre poste auquel on pense moins. On a évoqué un petit peu les décors tout à l'heure dans cet outil, mais il y a l'habillage, le maquillage, la coiffure, c'est ce qu'on appelle HMC. Mathieu, au niveau de cette consommation de ce poste, est-ce que vous avez quelques détails peut-être de ce que ça représente dans un bilan? Alors, c'est pas énorme parce que c'est aussi des parents pauvres, on va pas se mentir. Beaucoup plus que, en gros, dans le cinéma français, on donne beaucoup d'argent pour les moyens techniques, beaucoup moins pour les moyens artistiques, curieusement. Faut savoir que le maquillage et la coiffure, il y a de plus en plus de marques qui sont considérées comme vertueuses, qui sont apparues avec des succès plutôt probants, parce que c'est quand même en contact avec la peau de nos talents, comme on dit. Sur les costumes, en revanche, il y en a encore beaucoup qui sont contraints de passer par les marques dites de fast fashion, parce que le budget ne permet pas de faire différemment. Donc il y a la mutualisation, évidemment, les locations de costumes qui sont la base de bien des films, mais il y a beaucoup d'efforts à faire sur ça.
Après, clairement, je pense que ça reste assez petit le rapport par rapport à la quantité d'énergie de plein d'autres Votre secteurs. avis sur ce secteur HMC? Oui, non, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a d'autres secteurs qui sont bien plus émetteurs. Alors, en effet, il faut agir sur tous les piliers, tous les axes possibles. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites avec des marques éthiques, possiblement, mais... Bon, globalement, quel est votre avis sur ce type de calculateur? Pour vous, ça peut réorienter un petit peu la production, d'avoir tous ces chiffres et de voir quels sont les secteurs qui polluent le plus? Pour moi, c'est intéressant d'avoir effectivement ce genre de vision en fait sur quel secteur pollue le plus sur un tournage, ne serait-ce que pour savoir où concentrer les efforts en priorité pour réduire en fait l'impact carbone d'un tournage. C'est-à-dire qu'en fait, sur quelque chose qui va représenter 2% ou 1% du tournage, c'est peut-être pas la peine de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Mais par contre, par exemple, le déplacement ou l'hébergement, c'est quelque chose qui représente une part assez volumineuse d'un tournage. Et c'est là-dessus qu'il faut concentrer les efforts et trouver des alternatives. Et elles existent. Voilà, donc se concentrer sur les gros postes émetteurs de CO2, mais faire des efforts un petit peu partout, et notamment au niveau des décors. Vous allez le voir, on n'y pense pas assez, mais la déco influe beaucoup sur le coût écologique d'un film. Pour en parler, eh bien avec notre équipe, nous avons rencontré une jeune chef décoratrice. Elle s'appelle Juliette Le Guen, et elle répond à nos questions. Tous les objets que j'utilise, c'est de la récup. Dans des ressourceries, à droite à gauche, je fais des mélanges de tout ça. J'essaye de récupérer la peinture aussi, j'ai des stocks avec un peu tout ce qu'il faut. Il y avait un décor de dortoir, donc on avait acheté beaucoup de lits et de matelas. Ça, on a essayé de tout donner un squat. Déplacements, parce que souvent plus le tournage est gros, plus il y a d'endroits différents, de décors différents, du coup il y a beaucoup de déplacements et c'est ça aussi qui n'est pas du tout écologique. Et du coup de limiter l'espace géographique, ça aide à faire un truc un peu écologique. Parfois c'est plus écologique de faire tout dans un studio, parce que du coup il n'y a pas de déplacement. Globalement, ça coûte moins cher. Eh oui, ça coûte moins cher en studio, mais vous le voyez, rien ne se perd, tout se transforme. C'est Lavoisier qui disait ça, mais là encore, c'est vérifié. Si vous nous suivez depuis le début de cette émission, je vous l'ai annoncé, on s'est engagé à faire le bilan carbone de ce direct, donc c'est un moment important. On va découvrir l'ampleur des dégâts, si j'ose dire. Donc attention, voici notre émission, nos émissions, 2,6 tonnes d'émissions de CO2. Une réaction tout de suite des spécialistes, Laura Lou. Alors, moi, j'ai pu un petit peu étudier déjà les données, donc peut-être qu'il faut attendre de voir les pôles les plus impactants, mais c'est déjà on va dire un bon chiffre, puisqu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Belle performance. Mathieu, votre réaction, Maxime? En fait, dès qu'on parle de tonnes, tout paraît énorme. Mais j'ai l'impression que ce qui serait intéressant, c'est de mettre un comparatif avec des choses concrètes. Donc je sais que l'ADEME a créé des outils qui permettent de comparer, par exemple, avec l'eau du robinet, son émission carbone, et tout devient intéressant de mettre en perspective avec ça. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie et de la protection aussi de notre milieu. Agence qu'on peut consulter pour avoir des conseils, bien sûr. Une réaction de votre côté, Maxime? Moi, je trouve que pour une émission seule, ça me paraît beaucoup. Alors après, c'est à titre personnel et en rapport à ce que je fais avec Sofa VOD, mais oui, ça me paraît vraiment beaucoup. On va aller maintenant dans le détail et on va découvrir quels ont été, secteur par secteur, les postes les plus influents. Alors regardez, on a des petits graphiques ici, on est un petit peu comme à l'école. On voit qu'il y a 1,62 tonnes de CO2 rien que pour la partie tournage. Donc ça, c'est assez conséquent. Ensuite, si on rentre dans le détail, on va découvrir d'autres graphiques. Et ici, 1,33, c'est la location de matériel. Voilà pour les dégâts. Mais il y a des solutions et on a fait beaucoup d'efforts. Et là, c'est un tout petit chiffre que vous voyez ici, 0,01. Il s'agit de nos déchets. Et là, c'est quand même une super performance. Qu'en pensez-vous? Réaction, Laura Lou. Pour le point de la location de matériel, alors
En effet, là, la question se pose de comparer. Déjà, c'est un super effort d'avoir fait que de la location et pas d'avoir acheté du neuf, parce que là, il y a une vraie marge de progrès. Enfin, ça fait vraiment une vraie différence. Et donc, voilà, je félicite l'émission pour ça. Mais la question se pose du transport, de la location du matériel. Alors, y a transport, c'est ici, 0,23. Voilà, il y a une petite case de transport, mais est-ce que le transport du matériel loué a été découpé dans les deux parties? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, puisque ici, dans la partie location de matériel, alors qu'est-ce qu'on compte finalement? On compte le matériel et son âge, parce que ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Quel est l'âge du matériel qui a été loué et son ancienneté? On sait que pour un smartphone, par exemple, il faut 5 ans d'utilisation pour rentabiliser son coût de production. Donc ça peut être pareil pour le matériel de technique. Et puis il y a la question de l'usage. Est-ce qu'il y a eu des doublons dans le matériel? Est-ce qu'on a réussi à optimiser le matériel pour avoir un usage et plusieurs fonctions? Voilà, c'est toujours la question d'optimisation. Bon, si je comprends bien, pour faire ce bilan carbone, c'est un vrai job dans les productions. Il y a un nouveau métier qui est en train d'émerger. Hein, vous avez des spécialistes. Alors, oui. Mais le risque, c'est que, selon moi, il y a beaucoup de gens qui veuillent passer pour des bons élèves et qui fassent du coup des bilans carbone complètement minorés et qui mettent sous le tapis plein d'informations. Et j'ai envie de dire aux gens qui vont en faire qu'il va falloir qu'ils prennent le temps de bien le faire plutôt que de précipitamment faire un truc qui va être totalement tronqué et faux. Ça va être une catastrophe sinon pour l'avenir, les seuils imposés par le CNC. Donc pas de greenwashing, si j'ai bien compris. Hein. Surtout Vous partagez ? Alors, on a essayé d'affiner encore cette étude. Donc, il y a eu ce premier bilan carbone qui a été fait par un premier prestataire, et puis un deuxième, Seco2, développé par Sequoia. Et regardez, sur cet outil, eh bien, on a un chiffre qui est assez proche, hein, mais qui demande quand même toutes les félicitations et les encouragements de notre public ici, parce que nous avons 2 tonnes de CO2 au lieu de 2,6 tonnes pour l'autre étude. Donc, applaudissements pour la production. Et Thomas Pelou, ici, qui a influé pour que les émissions de CO2 soient en baisse. Donc voilà, 2 outils, il existe pas mal d'outils. On peut peut-être avoir quelques conseils de la part des spécialistes. Ce sont des outils qui ont été homologués, hein, on le disait tout à l'heure, par le CNC. C'est tout récent, c'est il y a quelques jours? Oui, alors ça c'est tout récent pour l'homologation des outils. Après, le CNC a lancé en juin 2021 son plan d'action qui est une politique publique en faveur de la transition écologique et énergétique du secteur audiovisuel. Et donc, ils ont eu plusieurs points d'action. En 2022, ils ont lancé la formation initiale de l'écoproduction pour les élèves de première année et deuxième année d'école de cinéma. Et puis, cette année, en effet, ils ont homologué l'outil de EcoProd qui s'appelle Carbon Clap et l'outil de Sequoia qui est Seco2. Voilà, donc bonne nouvelle, il y a des outils. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. On en sait plus. Je vais vous demander en une phrase une petite conclusion. Chacun. Commence par vous. Maxime. Alors, petite sur le conclusion. bilan carbone. Sur la globalité de l'émission. Il nous reste une petite minute, donc allez-y. Une phrase. Pour moi, pareil, hein, côté Sofa VOD et diffuseur, pour moi, l'essentiel du bilan carbone, finalement, réside dans les films qui sont sur la plateforme, plus que dans l'utilisation qu'on en a, même s'il y a toujours des efforts à faire aussi. En une phrase. Hein. Mais du coup, effectivement, le tournage des films est un point clé dans la réduction des émissions carbone du secteur. Allez, une phrase pour Mathieu. Moi, je dirais aux jeunes étudiants d'arrêter de se précipiter pour faire plein de films et de prendre le temps d'essayer d'en faire un bien. Et ça fera baisser aussi les bilans carbone, tout ça. Et Laura Lou, le dernier mot? Moi, j'aurais 2 mots. C'est avoir le temps de le faire et pour anticiper, c'est la base de l'éco-responsabilité. Eh bien voilà, on va prendre le temps, on va faire les choses bien, on va s'appliquer pour le bonheur des générations futures, pour le bonheur aussi de nos enfants qui déjà profitent de notre environnement. Alors moi je vais donner l'exemple, on se retrouve tout à l'heure pour un autre direct, mais je vais partir avec le vélo de la production, hein. Ce sera plus simple. Alors je sais qu'à Lyon aujourd'hui il y a beaucoup de vent, ça va être un petit peu touchy, ce vélo est un vélo à l'ancienne, pas d'assistance électrique, mais enfin j'ai encore pas mal de muscles. Allez. Merci à tout le monde, merci à la production et à tout à l'heure pour d'autres directs avec tous les étudiants et les étudiantes de l'ESSEC L'Arfis à Villeurbanne et Lyon. Merci.